Allez, bonjour à la communauté. Donc, petite vidéo, toujours en allant au travail, on se promène et vous découvrez un petit peu avec moi le Bénin. Je vais mettre la vidéo de l'autre côté un petit peu de temps en temps pour que vous puissiez voir. Allez, c'est parti. Et je vais vous parler aujourd'hui du burn-out parce qu'on est sur une chaîne dédiée aux salariés qui essaient de s'émanciper et qui essaient de mettre en place des actions pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leurs finances et pour aussi développer leur indépendance. Donc il faudra aussi passer par là, c'est-à-dire le burn-out, c'est-à-dire le mal-être au travail et l'épuisement au travail. Allez, c'est parti. Alors, voilà le Bénin. Voilà Cotonou, là on est sur l'une des années principales. Alors je vous disais que le burn-out, bon c'est un mot anglais, mais en gros on pourrait parler d'épuisement professionnel. En général moi c'est quelque chose que j'ai connu personnellement et puis aussi avec les directeurs qui travaillaient avec moi lorsqu'on était sur le projet de la Coupe du Monde du Qatar. Donc on était sur une énorme organisation. On a ouvert à titre personnel dans mon équipe, on a préparé quelque chose comme 4200 ou 4400 chambres, je me souviens plus, en l'espace d'un an. 4400 chambres, je sais pas si vous voyez, ça fait combien en termes de nombre d'hôtels. C'est énorme. Et on a fait ça en un temps record. Et du coup, on était vraiment sous pression parce que autant dans un projet normal, on peut avoir du retard, ça arrive d'avoir du retard, autant lorsqu'on travaille pour la Coupe du Monde de football, on ne peut pas se permettre d'avoir de retard. Il y a une date de début et on doit être prêt pour cette date parce qu'il y a les fans qui arrivent et tout doit être prêt quand ils arrivent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça dépend en vérité du style de management. Mais nous, on a souffert. C'était pas tant le travail en lui-même, c'était le style de manager, c'est-à-dire l'un des boss qu'on avait, notamment mon boss direct. C'était difficile parce que on était face à quelqu'un qui faisait du micromanagement et du coup lorsque c'est comme ça, il faut tout le temps rendre des comptes, tout le temps faire des rapports. On a tout le temps des messages sur WhatsApp pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, à quoi ça ressemble. Et aussi dans ce type de projet, et là ce n'est pas du fait de mon directeur, c'était le projet en lui-même. Il y avait une énorme difficulté à faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Du coup, tout était un peu mélangé. Et ça, c'est une des choses qui peut provoquer le burn-out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous levez le matin, vous pensez au travail. Mais pendant la pause de midi, normalement, vous devez décompresser quand vous travaillez en général dans une entreprise saine, en fonction de la culture d'entreprise. Pendant la pause du déjeuner, vous... Bonjour les enfants. Pendant la pause du déjeuner, vous allez pouvoir décompresser et vous allez pouvoir récupérer de l'énergie positive. Mais il arrive parfois que ce ne soit pas le cas dans toutes les entreprises. Et du coup, nous, ce qui se passait, c'est que pendant la pause du midi, on avait des messages, on avait des demandes, on avait des questions qui nous étaient posées, des choses qui arrivent en dernière minute ou des changements, où on était interrompu dans le repas, on devait aller sur le site pour aller régler un problème. Du coup, on n'avait aucun moment pendant les 10 heures ou les 12 heures parfois où on travaillait,
on n'avait en fait aucun moment où on pouvait vraiment décompresser. On était du lever jusqu'au moment où on quittait le travail, on était à fond et on était constamment sollicité. Quand je vous dis constamment sollicité, je vous parle sincèrement de plusieurs centaines de messages WhatsApp sur votre téléphone et puis avec différents groupes en fonction du projet. Il y a des éléments qui sont marketing, des éléments qui sont au niveau de la logistique, des éléments qui sont au niveau de la maintenance, des éléments qui sont au niveau du recrutement, des éléments qui sont au niveau du projet lui-même, des éléments qui sont au niveau de la politique. Bref, c'était hyper stressant. Et le problème, l'autre facteur aggravant, c'est que même quand vous rentrez chez vous, vous finissez par exemple à 19h ou 20h, vous arrivez à la maison, et puis vous avez là encore une fois, vous êtes sollicité, vous avez des messages sur WhatsApp à n'importe quelle heure qui peuvent arriver, et même durant le soir. Et nous, notre boss, il nous disait non mais vous éteignez pas votre téléphone. Vous devez on doit pouvoir vous contacter à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Je vous donne un exemple. Une fois, c'était le week-end. On avait un seul jour de week-end et j'avais emmené mes directeurs. On était tous partis au cinéma. Je me rappelle plus pour voir quoi, un film avec Brad Pitt. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, vous éteignez tous votre téléphone, vous le mettez tous en mode avion et on oublie le travail pendant 2 heures. On a fait ça et à la fin, quand on a rannulé notre téléphone, on était en week-end. Hein. Bon, on s'est aperçu qu'on avait tous au moins une trentaine de messages. Ouais, vous faites quoi? Pourquoi vous répondez pas? Qu'est-ce qui se passe? Blablabla, blablabla. Et ça a été super stressant pour moi et toute l'équipe. On s'est dit, mais même 2 heures de pause, c'est pas possible. Et ben, résultat, ça a fait monter encore le stress. C'est-à-dire que mon équipe s'est rendu compte que c'est non-stop. Donc c'est non seulement dans la semaine, vous devez être disponible toute la journée, même pendant vos heures de repas, mais en plus, le soir, quand vous dormez, vous avez des alertes sur votre téléphone, vous n'avez pas le droit de l'éteindre, on vous dit de ne pas l'éteindre. Alors, je ne dis pas que c'est tous les directeurs qui sont comme ça. En tout cas, le mien, c'était comme ça. Donc, il nous disait de ne pas éteindre notre téléphone, il voulait ça le rassurait qu'on est tous qu'on soit tous disponibles à n'importe quel moment. Parce que dans un type de projet, il peut y avoir une inondation sur l'un de vos chantiers, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un accident. Bref, il peut y avoir des tas de choses. Mais en théorie, ce que vous faites, c'est vous avez des directeurs et vous avez des directeurs adjoints et vous mettez en place un système de roulement. Donc vous n'êtes pas là, mais il y a toujours quelqu'un qui est disponible. Mais même ça, c'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'il avait besoin de savoir que le directeur, et non pas seulement le directeur adjoint, il était disponible à n'importe quel moment. Donc, ça c'est l'école française. Ouais, l'école française de Cotonou. Alors, il avait besoin de savoir ça. Et du coup, vous imaginez, vous travaillez pendant 1 an sur un projet, donc déjà vous partez pas en vacances. Toute la journée, vous travaillez, pendant la pause du midi, vous avez votre téléphone vibre dans votre poche, vous fait bip, 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 toutes les 5 minutes. Et vous êtes obligé de consulter parce que si vous ne répondez pas en 5 minutes, la personne elle commence à s'énerver et elle vous appelle. Et puis, vous avez pendant le soir, vous voulez vous relaxer, vous voulez aller à la salle de... Moi, je fais pas mal de sport. Vous finissez, vous allez à la salle de sport. Et c'est pareil, vous avez des appels. Donc, c'est hyper stressant. La nuit, pareil, même chose. Vous pouvez avoir votre téléphone qui vibre. Week-end, même chose. Donc, voilà, ça, vous faites ça pendant 1 année. Je peux vous dire que sur le plan psychologique, vous n'allez pas bien finir. Si vous travaillez constamment comme ça, avec ce type de management, je peux vous dire que vous allez très très mal finir et ça peut même se finir à l'hôpital ou ça peut se finir par un décès ou une crise cardiaque. Maintenant, voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu concrètement, par un exemple vécu, comment un burn-out peut arriver. Et moi, dans mon équipe, j'étais à 2 doigts. Mais dans mon équipe, en fait, on est génétiquement ou psychologiquement, historiquement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. On n'a pas tous le même niveau de résilience. Il y a des gens plus sensibles que d'autres. Il y a des gens plus optimistes que d'autres. Il y a des gens plus pessimistes que d'autres. Donc ça dépend. Et si, en plus de ça,
eh bien vous êtes avec des managers qui ont une vie privée qui n'est pas simple à côté, parce que c'est le cas, hein, quand vous êtes expatrié, des fois vous êtes séparé de vos enfants, de votre famille, des fois il y a des personnes, elles sont en phase de divorce, des fois il y a des personnes, elles ont quelqu'un de malade dans leur famille. Bah, à ça, donc à ce stress du travail, vient s'ajouter des problèmes qui sont d'ordre professionnel. Donc vous imaginez les dégâts sur la psychologie d'un individu et comment ça peut le détruire. Voire, vous savez que dans certaines entreprises, il y a des gens qui se suicident. Donc c'est un sujet à prendre très, très, très au sérieux. Donc, moi, dans mon équipe, j'avais des managers qui commençaient à craquer en fait. Et en fait, je pouvais rien y faire. Sinon, si c'était de les encourager, sachant que moi, c'était déjà pas facile. C'était déjà pas facile pour moi. Et comment on peut, vous voyez les personnes qui sont en burn-out, ben c'est une personne qui, vous la connaissez bien, en règle générale, habituellement, c'est une personne super calme, super douce, super positive. Mais là, en fait, elle est mise dans des conditions de stress qui sont telles, avec une surcharge et des responsabilités qui sont telles. Alors comment on trouve le burn-out chez les enseignants, chez les managers, chez les chefs de projet, tout ce qui est le personnel soignant, avec des personnes qui sont soumises à des stress, ou les policiers, les pompiers, qui sont soumis à des stress avec comme je vous ai dit, une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui est floue, où tout est mélangé. Et du coup, ce qui se passait, c'était que certains de mes managers qui au début du projet, c'est des personnes super calmes, super douces, très équilibrées, tout ça. En fait, je m'apercevais que plus le projet avançait, plus en fait ça devenait difficile pour elles et elles devenaient négatives. Dès qu'il y avait une demande qui était faite, elles se braquaient, elles se mettaient en colère contre leur personnel, des fois elles se mettaient à exploser dans leur personnel, ou à avoir des comportements qui étaient agressifs, et c'était pas leur vraie nature. Donc moi, il y a des personnes que je connaissais depuis plusieurs années, j'avais travaillé plusieurs années avec elles auparavant dans d'autres pays du Golfe, et la personne, c'était vraiment une personne hyper douce, hyper calme, avec un super self-control. Mais là, dans ce projet-là, et ça me concerne aussi, dans ce projet-là, en fait, elle était devenue négative. C'est-à-dire qu'il fallait plus rien lui demander. Moi, ça allait à la rigueur. Elle faisait un effort, mais déjà, moi, c'était déjà difficile, j'étais obligé de batailler. Mais toute autre personne que moi qui faisait une demande, et ça risquait d'exploser. Donc c'était vraiment, vraiment dur. Et donc je voyais que ça ne touchait pas tous mes managers. Mais sur les directeurs que j'avais, qui travaillaient sous moi, il y avait bien 50% qui étaient atteints de burn-out. Et qui vraiment, ils étaient devenus négatifs et super stressés, angoissés. Ils se mettaient en colère beaucoup plus facilement. Donc ça c'est les choses qu'on peut voir. Donc état de fatigue qui est chronique, les personnes qui changent de personnalité, qui deviennent plus agressives, qui deviennent plus négatives, plus pessimistes. Et puis vous avez les problèmes d'insomnie. Et moi ça m'est arrivé, moi j'étais concerné surtout par ça. Là je me réveillais à 3h du matin. Alors déjà, je vous ai dit, dans la journée, on travaillait tellement. Et le soir, en fait, on pouvait même pas récupérer, puisque le soir, tous on avait des insomnies. On se réveillait à 3h du matin et on commençait à ruminer, à penser à la journée qui allait venir, qu'est-ce qu'il fallait faire, les choses qu'on devait rendre, le boulot à accomplir en un temps record, avec un manque des fois de personnel, un manque de moyens. Donc ça, vous avez des tas de problèmes qui viennent, vous n'avez pas forcément les solutions, ou les solutions, il va falloir les trouver. Et comment les trouver? En fait, vous êtes là en train de penser, vous êtes en mode survie. Et quand on est en mode survie, en fait, vous pouvez plus dormir, parce que vous êtes vraiment en mode survie. C'est-à-dire, j'ai des problèmes je dois résoudre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir les résoudre, mais il faut que je les résolve d'une manière ou d'une autre. Comme je vous dis, c'est un projet. Ou alors il faut démissionner, il faut abandonner. Et ça, c'était hors de question. Et du coup,
voilà, vous dormez mal. Ça aussi, c'est l'un des symptômes. Donc vous faites des insomnies et du coup vous avez un sommeil de mauvaise qualité. Et c'est pareil, ça, vous prenez ça sur un projet qui dure plusieurs mois, voire une année. Pareil, hein, je vous dis pas les dégâts que ça fait. Donc maintenant, c'est quoi les solutions? Quelles sont les solutions pour sortir du burn-out? Les solutions pour sortir du burn-out, alors déjà, pour pas y rentrer, on va vous dire oui, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui permet de limiter, ce qui fait que moi j'ai survécu par rapport à certains de mes collègues, c'est que je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne 5 à 10 heures par semaine. Je vous remercie, excusez-moi. Je m'entraîne 5 à 10 heures par semaine. Et le fait de faire du sport, c'est-à-dire que j'étais crevé, mais je me disais non, je vais à la salle et je vais m'entraîner. Et je lâchais pas le morceau. Du coup, fatigué, pas fatigué, j'allais à la salle. Ça me permettait d'une certaine manière d'évacuer cette énergie négative, cette tension qui avait été accumulée dans la journée. Et c'est une chose qui vous permettra non pas d'éviter le burn-out, parce que si le burn-out c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui va vous permettre d'évacuer un petit peu le stress. L'autre chose qui peut vous permettre d'évacuer le burn-out, c'est d'avoir de bonnes relations sociales, c'est-à-dire le week-end, faire ce que j'essaie de faire avec des directeurs, aller au restaurant, aller au cinéma, mettre en place des activités qui vont vous permettre d'évacuer, d'échanger, de rigoler à un moment donné et de parler d'autre chose du travail. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes avec des personnes qui sont atteintes de burn-out, elles vont même pas pouvoir s'empêcher de parler du travail. C'est-à-dire qu'on veut ne pas penser au travail, mais cette tension, elle est tellement forte qu'il faut qu'elle sorte et qu'elle s'exprime. Qu'il faut qu'elle s'exprime verbalement. Du coup, les gens, toutes les 10-15 minutes, ça va sortir. Chaque chose que vous allez voir, regarder un film, vous voyez une situation dans la vie de tous les jours, ça vous fait penser à un problème du travail. Donc là, c'est très difficile d'en sortir. Ça, c'est la deuxième solution, donc c'est d'avoir des relations, de continuer à avoir des relations sociales. Troisième solution, ce qu'on préconise en général, c'est la méditation, c'est-à-dire de s'arrêter plusieurs fois dans la journée et de faire un break de 5 à 10 minutes pour souffler, vous détendre, essayer de vous ressourcer. Ça, c'est quelque chose d'important. Personnellement, je suis musulman pratiquant. Donc ce que je fais en général, quand j'en ai l'occasion, mais en général il y a toujours la possibilité, ou quand je travaille à l'étranger, en France c'est autre chose, c'est de s'isoler pour prier, pour se recentrer, essayer pendant 5-10 minutes, on ne pense plus au travail, on se recentre et on prie et ça m'apporte moi énormément de détente et d'énergie positive et ça me permet de tenir. Une autre solution, c'est évidemment de voir un thérapeute qui va essayer d'identifier les causes. Et les causes, là, souvent, vous les connaissez en fait. Mais le thérapeute peut vous aider à identifier les causes, peut vous aider à parler. Et si vous n'avez pas ces relations sociales pour pouvoir parler, parce que des fois on se renferme, c'est-à-dire que la personne qui souffre de burn-out, elle n'a pas forcément envie d'en parler à sa femme ou à son mari parce que elle est agacée en fait. Elle est sous tension. Dès que la personne, elle va lui dire ouais alors le travail comment ça a été, vous allez vous mettre à dire non mais c'est bon le travail, j'en ai marre de parler du travail. Bref, vous allez être, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être sur les nerfs. Et la moindre petite chose, moi quand j'ai fini le projet, je suis rentré à la maison et je m'étais rendu compte que j'étais j'étais devenu beaucoup moins patient avec ma femme et avec les enfants. Et eux, en fait, ils me posaient des questions naturelles et en fait, ça me saoulait, moi. Ça me saoulait et j'avais l'impression, limite, je disais à ma femme, mais tu me demandes des comptes rendus ou quoi? C'est-à-dire que j'étais devenu, limite, on devient parano. C'est-à-dire pas parano, je savais bien que ma femme ne demandait pas de compte rendu. Mais le simple fait de parler du travail, c'est comme si je devais faire un autre compte rendu. Ça me faisait penser au travail et c'était quelque chose d'insupportable. Donc ça m'agaçait. Et ça a mis des semaines avant que je puisse retrouver un comportement normal. Donc chez certaines personnes, quand c'est léger, c'est une question de semaines. Chez certaines personnes, quand
quand c'est lourd, eh ben, ça aboutit à des dépressions nerveuses. Et là, ça peut mettre plusieurs mois, voire parfois certains n'arrivent pas à s'en remettre. Et on arrive à quitter leur travail. Donc ils sont obligés de démissionner ou de se mettre en arrêt maladie ou bref. Ouais, on a super vu là-bas. Alors ça c'est une autre solution, c'est d'aller voir un thérapeute pour essayer de parler de tout ça. Il va vous proposer, il va vous apprendre des exercices de relaxation pour souffler, pour vous détendre. Il va vous permettre de parler de vos problèmes. Il va vous aider à identifier le problème pour essayer de vous proposer des solutions. La solution parfois c'est de quitter le boulot, hein. Entre un boulot bien payé et encore, il y a des fois c'est même pas toujours bien payé. En plus des fois dans certains boulots hyper stressants, vous êtes payé à coups de lance-pierre. Entre un boulot comme ça et votre santé mentale, là il faut carrément choisir sa santé. Et si vous voyez que c'est quelque chose, bon, nous on était en mode projet, c'est-à-dire on savait que c'était pour quelques mois et ça n'allait pas durer. Mais si ça avait été un boulot permanent, j'aurais démissionné très rapidement. Mais comme c'était un boulot, un projet, on se disait on peut pas partir en plein milieu, il faut qu'on finisse quoi qu'il arrive, on doit y arriver. Et c'est pour ça qu'on a souffert et c'est pour ça qu'on s'est fait mal. Donc un thérapeute ça peut être pas mal. Sinon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, continuer à avoir des activités sportives. Ça c'est super important de faire du sport. D'être dans un club si possible, parce que si vous êtes dans un club, eh bien vous avez les deux. Quand vous êtes dans une salle de fitness, vous entraînez tout seul. C'est pas mal, moi je le fais. Mais parce que moi je m'entraîne depuis l'âge de 13 ans. J'ai jamais arrêté le sport, maintenant j'en ai 47. Mais pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément habitué à faire du sport. Donc aller dans une salle et vous fixer une hygiène de vie, de vous dire je vais m'entraîner tous les jours ou tous les 2 jours pendant 2 heures, c'est pas forcément facile. Et moi ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est plutôt de vous inscrire dans un club de sport, parce que là vous allez faire les deux choses, les activités physiques et en même temps les relations sociales. Et parfois vous allez trouver des amis. Des fois dans les salles de sport, dans des clubs de karaté, des clubs de je sais pas moi, n'importe quoi. Moi j'aime bien les arts martiaux, faites de la boxe, même vous faites pas de la compétition, mais simplement le simple fait de faire du sport. Mais ça peut être je sais pas, ça peut être du foot, ça peut être du tennis, ça dépend de vous, de ce que vous aimez. Mais faire du sport dans un club, c'est pour moi 50% du problème qui va être résolu. Ensuite, voilà, quand je vous parlais d'hygiène de vie, c'est de bien manger, pas manger des cochonneries, mais prendre le temps de bien manger. Et puis, si vous en avez la dernière solution, si vous en avez la possibilité, c'est de cloisonner entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous êtes en repas, vous prévenez votre boss, vous lui dites voilà ma situation, moi je suis stressé, je vous préviens, pendant mes repas j'éteins mon téléphone. Et le soir, c'est pas la peine de m'appeler, je répondrai pas. On vous envoie des emails, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. La personne attendra, elle attendra le jour suivant. Mais entre ça, déplaire à son boss qui fait du micromanagement, ça c'est du mauvais management de toute manière. Un boss, il devrait jamais faire ça, un manager. Il ne devrait jamais attendre quand il vous envoie des messages par email que vous répondiez, si vous n'êtes pas pendant vos heures de travail, que vous répondiez dans les 10 minutes ou dans l'heure. Si il fait ça, c'est que c'est un mauvais manager. Donc faites ce que vous avez fait, travaillez de la manière dont vous avez envie, et si jamais à un moment donné il se plaint, allez voir votre responsable, son responsable hiérarchique, et allez vous plaindre. Et il pourra rien faire. D'accord? Donc vous avez le droit, dans n'importe quel boulot. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on était dans des situations, je vous ai dit, particulières. On avait accepté. Mais si ça avait été sur quelque chose de long terme, évidemment je me serais révolté et j'aurais pas pu fonctionner comme ça sur du long terme. Donc le truc, voilà, le truc c'est de cloisonner votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous avez à tout prix besoin dans la journée de moments où vous ne pensez plus du tout au travail. Ça c'est super important. Donc pendant le repas, oubliez votre téléphone.
Vous avez envie de regarder, peut-être vous vous dites, peut-être c'est mon boss. Non, 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 oubliez votre téléphone. Oubliez-le et profitez, même si c'est que 1 heure, profitez bien de cette heure pour prendre votre repas, pour prendre une vraie heure ou 45 minutes pour vraiment décompresser. Si vous ne faites pas ça, vous mettez votre cerveau et votre corps en tension. Et le soir, c'est la même chose. Le soir, arrêtez de travailler le soir, vous finissez votre journée et quand vous arrivez à la maison, vous bossez plus. Vous êtes juste là pour vous occuper de vous et pour votre famille. Ça, c'est super important. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Il y avait un truc il y avait un dernier truc que j'avais en tête. C'est pas grave, c'est toujours comme ça sera pas une vidéo parfaite, mais je pense que j'ai été pas mal dans le sujet. Donc on a vu les causes, on a vu comment ça se passe, le burn-out et quelles sont les formes du burn-out, et on a vu les solutions pour éviter le burn-out. Voilà, écoutez, moi je vous propose de visiter mon site, de vous abonner à mon newsletter et je vous parle de tout ça, mon expérience professionnelle, et je vous parle aussi des solutions que je mets en place pour rester épanoui dans ce que je fais et pour aussi développer mon indépendance. J'ai aussi une formation sur l'expatriation. Donc si tout ça s'intéresse, si tout ça vous intéresse, peut-être que la formation en ce moment elles sont fermées, vous vous inscrivez sur la liste d'attente et vous serez informé dès que je rouvre la formation. Allez, à très bientôt et ciao.